Rome bientôt couvre d'immenses territoires. Nous sommes en l'an 60 avant Jésus-Christ. À la curie romaine, on s'harangue, on se dispute. Dans l'impossibilité d'obtenir du Sénat les hautes magistratures qu'ils appellent de leur vœu, 3 hauts personnages romains vont passer une alliance. Pompée, surnommé le Grand, tant il s'est distingué par de brillantes et nombreuses campagnes. Crassus, connu pour son goût des richesses, mais aussi pour avoir mené la guerre dite servile de Spartacus. Et enfin, César. César revenant d'Espagne où il a mené des campagnes de pacification. Chacun aspire à prendre le pas sur les 2 autres. Cette alliance, dite premier triumvirat, permet à César d'être élu consul, puis d'obtenir un commandement en Gaule. À Pompée de devenir pour un temps l'homme le plus populaire de Rome, et enfin à Crassus d'entreprendre une campagne contre les Parthes. Malchance lui en valut, puisqu'il y perdit la vie. L'aboutissement de ce triumvirat fut une guerre civile dont César sortit vainqueur et dictateur à vie. Entendez-vous au loin cette voix grave, autoritaire, disait-on? C'est celle d'un chef gaulois, celle qui durant des centaines d'années aura marqué les esprits. Celle qui aura tenu tête à un des plus puissants impérateurs de la Rome d'alors. Cet homme, Vercingétorix, fils de Celtile, chef des Arvernes, a laissé ici à Alésia une des pages les plus extraordinaires de l'histoire. Son courage est légendaire. Il n'a pas 30 ans lorsqu'il prend la tête des Arvernes et bientôt de toute la Gaule. On le dit homme d'honneur et fier de sa lignée. Volonté et charisme vont bientôt l'imposer au peuple gaulois. En 53 avant Jésus-Christ, au moment où César a quitté la Gaule, celle-ci commence à s'agiter. Vercingétorix rallie toute l'Arvernie autour de lui. Un an plus tard, lors du soulèvement des Carnutes, il est proclamé chef suprême de la coalition des peuples gaulois. Alors, après de multiples batailles, de galops effrénés, de joutes cruelles, de corps à corps incessants, viendra le temps où il mettra en pièces les légions de César. Lui, Vercingétorix, chef des Gaulois, ne laissera pas Rome envahir ses territoires. Il se battra, quoi qu'il en coûte, pied à pied. Chaque mètre carré de cette terre restera celle des valeureux Gaulois. Il sera écrit plus tard que l'un et l'autre se retrouveront un jour pour en découdre définitivement.
César, bientôt affronter Vercingétorix sur les terres gauloises. Mais avant cela, combien de temps de conflits au cœur même de la curie de Rome? J'ai dû, face à l'opposition des sénateurs, pour aller plus loin encore, former une alliance secrète avec Pompée et Crassus. J'ai confirmé pour se faire le roi d'Égypte sur son trône, fait ratifier l'œuvre de Pompée en Orient et fait obtenir à Crassus les commandements des troupes chargées de la guerre contre les Parthes. C'est de la sorte que je suis devenu consul de Rome. Au-delà même de ce qu'on raconte de moi ici et là, je serai celui qui fera plier et obéir à Rome ce peuple de combattants héroïques, certes, mais bien inférieur à ce que sont les armées romaines. J'en ai suffisamment écrit pour en être fier. Je sais bien ce que certains sénateurs disent de moi à la curie romaine, que je suis grand seigneur illustre d'extraction, neveu, il est vrai, du populaire Marius. Très tôt, ne me suis-je pas engagé en Asie mineure contre la piraterie, battu en Sicile contre les troupes de Mithridate? Tout jeune sénateur, puis grand pontife malgré tout ce qui pèse sur mon nom, j'agis dans le seul intérêt de Rome. Qui viendrait mettre en cause ce que ma personne a offert aux Romains? La reconnaissance et d'immenses victoires. J'ai mis tout en œuvre pour hériter de ce mandat. Et plutôt que de choisir la guerre danubienne, c'est en Gaule que j'ai pris parti d'étendre le pouvoir de mon pays. Qui viendrait reprocher à notre État les conquêtes de César? Que se profilent les batailles finales. D'un côté, les Gaulois, avec à leur tête Vercingétorix. De l'autre, César et ses légions. César marche vers Gergovie, où l'attend Vercingétorix. La place est une merveille, pense César. Il l'assiège, les escarmouches sont quotidiennes. Mais voilà, peu à peu, des alliés de Rome rejoignent le camp des assiégés et prêtent main forte aux chefs gaulois. La défection romaine se fait de plus en plus forte. Isolé en terre hostile, entouré de forces imposantes, César sent la défaite proche. La bataille de Gergovie pour lui est perdue. Le chef gaulois a forcé l'ennemi à la défensive. Il veut désormais couper sa retraite vers la Transalpine. Il engage alors ses cavaliers, mais ceux-ci sont étriés par la cavalerie germanique au service de César. Chasseur devenu gibier, le chef gaulois se replie à Alésia, situé en terre fortifiée. L'affrontement décisif est proche, César en est certain. Au cœur même de l'oppidum, les troupes de Vercingétorix attendent l'arrivée d'une imposante armée de secours. Elle sera chargée de prendre l'ennemi en tenaille. César, ayant connaissance du plan gaulois, décide alors de mettre en place plusieurs camps au service des combattants et de réaliser 2 lignes de retranchement complétées par d'importants travaux secondaires. Ces 2 lignes de fortification d'une circonférence de plusieurs kilomètres enserrent l'oppidum et empêchent son ravitaillement par l'extérieur, tout en protégeant les légions romaines. Entre l'oppidum et la ligne intérieure, les Romains creusent une multitude de trous. 5 lignes de fossés profonds de 1,50 m sont creusées, dans lesquelles sont fixées de grosses branches attachées les unes aux autres. 2 autres fossés de 4,50 m et de 2,50 m sont creusés, dont l'un est rempli d'eau ou de pièges. Enfin, les travaux annexes complètent la défense romaine. Ainsi, pense César, les Gaulois seront pris au piège de la souricière qu'il a mis en place. Le siège d'Alésia peut commencer.